Bienvenue dans Reliance, l'espace qui reconnecte le monde moderne aux sagesses ancestrales et qui t'invite à te relier à toi, aux autres et au monde qui t'entoure. Je suis Audrey, femme médecine and spiritual life and business coach. Chaque mois, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes autochtones qui partagent leur savoir, leur enseignement et leur vision du monde. Je vous partage aussi mon propre chemin d'entrepreneur spirituel et de femme médecine qui a choisi une manière plus consciente de vivre et d'entreprendre. Ici, on partage, on s'inspire et on ose créer la vie qui nous fait vibrer. Alors si toi aussi, tu es prête à révéler ta médecine et à rayonner dans ta vie et dans ton entreprise pour contribuer au monde de demain, sois la bienvenue dans la communauté Reliance. Ensemble, plongeons au cœur des cultures des peuples premiers et explorons comment ces précieux enseignements peuvent guider notre vie personnelle, spirituelle et entrepreneuriale. Bonjour et bienvenue dans Reliance. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Jason Picard-Binet. Il est le dirigeant de Bastien Industrie, qui s'appelle aujourd'hui Bastien Artisan Autochtone. Il s'agit de la dernière manufacture authentiquement autochtone du Canada. Ensemble, on va parler de son parcours professionnel, de ce qui l'a amené à reprendre Bastien Industrie, qui est une industrie qui date de 1878. Il va également nous amener dans l'atelier de fabrication où on va voir comment sont fabriqués à la main de manière traditionnelle les mocassins. Et enfin, on parlera de son engagement et de son savoir-faire qui est aujourd'hui menacé par l'appropriation culturelle. C'est parti pour cette interview avec Jason de Bastien Industrie. Bon Jason, je suis ravie de t'accueillir ici, là, qu'on discute un petit peu ensemble des mocassins. Ça va être le grand sujet. Donc je te remercie déjà beaucoup pour avoir accepté mon invitation quand je t'ai rencontré au Powwow. Là, j'étais un peu intimidée au début, je te cache pas, de venir te voir, genre est-ce qu'il va vouloir, etc. Puis tu as accepté là, donc ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ça me fait plaisir de présenter un petit bout de mon entreprise, puis du savoir-faire qu'on a ici chez Bastien Wendake. Ouais, carrément. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous présenter qui tu es, puis ce que tu fais ici, toi, à Bastien Industrie, là, pour commencer? Moi, en fait, je suis Jason Picard. J'ai été pendant plusieurs années comme délégué commercial à l'international pour développer le tourisme autochtone un peu partout au Canada. J'ai travaillé longtemps pour une association qui s'appelle ITAC, qui veut dire Indigenous Tourism Association of Canada. Okay. Donc, on avait comme mission de faire venir que ce soit des tours opérateurs, des médias, et créer finalement des forfaits où les voyageurs internationaux venaient en apprendre davantage sur les cultures autochtones du Canada, et pas seulement du Québec, mais vraiment à la grandeur du pays. Puis en 2019, en fait, est arrivé un petit incident dans mon parcours, dans ma carrière, je dirais, qui s'appelle la COVID. On l'a tous connu. On l'a tous connu, on s'en rappelle tous. Écoute, moi, je me rappelle encore, je partais avec ma valise faire ITB Berlin, qui est le plus gros salon touristique au monde. À Berlin, c'est genre l'équivalent de 4 Ikea, un par-dessus l'autre, la planète au complet se vend là-bas, c'est complètement fou. Wow. Et je reçois un appel de l'ambassade pour me dire « Ouais, il y a un virus en Europe, là, on annule tous les vols, vous venez pas. » Donc, personne ne comprenait rien qu'on pouvait annuler un aussi grand trade show. Puis bon, deux jours plus tard, c'était ici que les frontières se fermaient. Ça m'a mis à me remettre en question, à voir un peu qu'est-ce que je veux faire. Ça faisait 15 ans que je voyageais beaucoup. J'avais l'habitude de déjeuner à Tokyo, prendre le café à Londres, aller dîner sur Paris. Et ma conjointe et moi, on parlait d'avoir des enfants. Je savais que mon mode de vie était incompatible avec élever une famille. Et en même temps, en 2022, est arrivée l'opportunité d'acheter, plutôt en 2021 est arrivée pour moi l'opportunité d'acheter Bastien Industrie. En fait, l'ancienne propriétaire, Ginette Bastien, par des amis interposés, j'ai su qu'elle était intéressée à vendre son entreprise. Puis on s'est rencontrés, je lui ai présenté mon plan, je suis allé chercher mon financement. Puis 1er avril 2022, je suis officiellement devenu propriétaire de Bastien Industrie. Donc, une jeune start-up, une jeune start-up qui a commencé à faire des mocassins comme ceux-là en 1876. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission. Tu sais, je voulais voir un peu l'histoire de Bastien Industrie parce que, comme tu l'as dit, ça n'a pas commencé avec toi en 2022. Là, ça a commencé bien avant.
Puis moi, ce que j'avais vu, ouais, c'est que l'histoire manufacturière des Wendat a commencé en 1830 avec Marguerite Lawinanki, La Winonki. Lawinanki, Vincent, qui a créé un atelier et qui fabrique des chaussures, des mitaines, des raquettes, des toboggans. Alors pour les Français, je traduis, parce qu'on n'appelle pas ça pareil. Toboggan, c'est les luges, il me semble, et les mitaines, c'est les gants. Donc en fait, l'industrie a quand même commencé hyper en avance. Et puis, c'est en 1878, ce que tu nous disais, que là, Maurice Sébastien Agnolin, comme ça qu'on dit, a créé Maurice Bastien, la première manufacture de raquettes, toboggans et mocassins. Ensuite, c'est vers 1920 que l'entreprise se développe avec les héritiers de Maurice, donc Maurice Junior et Cyril. Et là, ça devient Bastien Brothers, les frères Bastien. Et puis, ce que j'avais vu, c'est qu'en 1964, la manufacture est détruite par les flammes et elle est transférée en dehors du territoire, dans un petit village qui s'appelle Saint-Émile. Et est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, cette industrie là-bas? Oui, Ouais, hein? oui et non. C'est-à-dire que Bastian Brothers, en 64, lorsque la manufacture a brûlé, en fait, l'entreprise a été rachetée par des Américains. Donc, pendant une période ok. de notre histoire, on n'était plus à propriété autochtone. Bastien a été racheté par un consortium d'investisseurs américains. C'est là où ils ont rebâti l'usine à Saint-Émile. Usine qui d'ailleurs a été en opération jusqu'à il y a 2 ans, mais qui roulait sous d'autres noms par la suite. Ok. En fait, ce qui est arrivé, ça a tellement grossi, ils sont montés à près de 500 employés. Bastien faisait des bottes d'hiver, il continuait à faire des mocassins, etc. Puis bon, on se rappelle que les moyens de communication dans les années 40, 50, 60 n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ouais. Donc, il y avait un peu une déconnexion, je dirais, entre les propriétaires américains de New York et ce qui se passait réellement sur le terrain. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise a fait faillite, en fait, dans les années 80. Ok. Cela dit, en fait, Roland Bastien, qui est le père de Ginette Bastien à qui j'ai acheté l'entreprise, c'est ça. lui, en 1972, à l'époque, il était gérant de la manufacture américaine Bastien. Ok. Mais c'était un héritier de la famille Bastien. Ok. Et lui, quand il a vu comment que ça s'en allait, il a dit « Moi, je prends mes affaires, je retourne à Wendake. Je repars une petite manufacture de mocassins. Au départ, c'était dans le sous-sol chez lui. Et il a rebâti, en fait, l'usine et le savoir-faire du mocassin sous le nom de Bastien Industrie. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, le nom Bastien était pris. Donc, pour ne pas se faire accuser de copier, il avait appelé le terme Bastien Industrie. Et ensuite, l'entreprise a déménagé. Ils ont eu une manufacture dans la vieille partie de Wendake. Et en 2010, Ginette Bastien a obtenu un terrain commercial ici, dans le nord de la communauté, où on est dans un bâtiment un peu plus récent. Là, pour les gens qui viennent nous visiter, vous allez le voir qu'on n'est évidemment pas ici depuis 1878. Mais en 2022, moi, j'ai repris l'entreprise et j'ai fait un rebrand complet de l'entreprise où j'ai enlevé le terme industrie. Pourquoi ça? Parce que je trouvais que ça avait moins de consonance avec ce qu'on faisait. J'ai appelé le brand Bastien Artisan Autochtone pour vraiment mettre de l'avant le savoir-faire artisanal de Bastien. Le logo, en fait, on l'a développé pour présenter le dessus d'un mocassin, donc le perlage et le laçage. En fait, le nom était disponible au bureau de la concurrence, puisque dans les années 80, l'entreprise américaine avait fait faillite et n'ont pas renouvelé leur trademark. Donc, donc tu as pu récupérer Bastien. Donc, on est redevenu Bastien Original, voilà. Mais c'est génial. Et est-ce que tu saurais dire, à l'époque, quand Bastien Industrie a commencé, est revenu sur le territoire, etc., quel rôle est-ce que ça a joué au niveau de la communauté? Est-ce que ça a créé des emplois? Est-ce que ça a permis de faire perdurer un savoir-faire aussi? C'était quoi le rôle que l'entreprise a joué dans la communauté? Je pense avant que ça soit aux Américains, si on se rapporte dans les années, je dirais 1920-1930, c'était près de 80% des familles Wendat qui étaient rattachées à la manufacture Bastien.
Déjà, à cette époque, c'était énorme, avant même que ça devienne à propriété américaine, parce que Bastien, à cette époque-là, fabriquait évidemment des mocassins, mais fabriquait, comme tu mentionnais, les mitaines, les toboggans, les raquettes. Donc, ça employait énormément de gens. Si on regarde, en fait, à l'entrée de la manufacture, on a une vieille photo de 1933 où on voit tous les ouvriers de la manufacture. Donc, ça a été vraiment un moteur économique, je dirais, pour la communauté. Lorsque Roland Bastien a ramené l'entreprise ici à Wendake en 1972, effectivement, il y avait un volet beaucoup plus culturel. Au départ, c'était très boutique, c'était petit. Et avec le temps, on a repris de l'ampleur et aujourd'hui, on emploie à temps plein 16 personnes et 8 personnes temps partiel. Donc, ça amène quand même de l'emploi sur la communauté, puis ça amène surtout de l'emploi intéressant parce qu'ils sont en lien avec leur culture. Ils travaillent un savoir-faire qu'on a depuis des millénaires. Donc ça, c'est intéressant. Oui, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a vraiment ce désir de faire perdurer aussi le savoir-faire et les traditions. Puis l'artisanat, l'industrie est un moyen de faire perdurer ce savoir-faire aussi. Donc, chouette mission. Oui, c'est ça. J'avais vu très récemment, là, en préparant notre entrevue, j'ai vu un réel avec Xavier Watso où tu disais que Bastien était la dernière manufacture authentiquement autochtone au Canada. Là, je me suis dit, OK, il va falloir que je lui pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Enfin, c'est quoi? En fait, un problème immense qu'on a au Canada, c'est l'appropriation culturelle. Oui, puis on va en parler là tout à l'heure aussi. On pourra en parler clairement. tout à l'heure, mais malheureusement, dans le mocassin, on en est victime énormément. Donc, il y a d'autres marques de mocassins sur le marché au Canada. Évidemment, je ne les nommerai pas devant la caméra, mais il faut faire attention parce que ces marques-là vous font croire que c'est fait par des Premières Nations, vous amènent de l'iconographie autochtone, vraiment vous fait un marketing de feu pour faire croire que c'est Premières Nations alors que ce ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que je me fais un point d'honneur de dire, quand je peux le dire, qu'on est la dernière manufacture authentiquement autochtone au Canada. Et c'est vrai. Donc, il n'y a plus, malheureusement, tous les autres manufactures de mocassins au pays appartiennent soit à des allochtones ou c'est rendu un bureau marketing et la production, elle est faite ailleurs, en Chine, au Vietnam, etc. Ah, wow! Donc, tu as quand même je prends conscience là, que tu as quand même un sacré poids sur tes épaules. Là, ça va, tu dors bien la nuit, ouais? J'ai aussi une jeune enfant, donc c'est ce qui fait que je dors moins bien la nuit. Oui. Mais non, mais c'est quand même une sacrée mission que tu t'es donnée, là, de faire perdurer la dernière manufacture du Canada, là. Wow. Je suis assez impressionnée, là. Bravo, bravo. Et justement, tu nous as dit que tu avais repris l'entreprise, toi, en 2022. C'était quoi... Tu sais, je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a un feu là, à l'intérieur de nous, tu sais, une envie, une mission, un appel. C'était quoi, toi, ton appel à reprendre cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Tu sais, moi, étant de Wendake, c'est sûr, tu sais, tout le monde ici à Wendake connaît Bastien. C'est un monument dans la communauté. Puis, souvent, je voyageais avec des collègues de l'industrie touristique. On arrêtait dans des boutiques d'artisanat un peu partout dans le monde, puis on tombait sur des boîtes de Bastien. Puis à chaque fois, je disais, le produit est magnifique, le savoir-faire est hyper intéressant, mais je trouvais qu'il manquait un peu de marketing, il manquait un peu de branding, et c'était ma spécialité. Donc, lorsque j'ai su que l'entreprise était à vendre, puis que c'était à ma portée, que je pouvais me porter acquéreur, c'était exactement la vision que j'avais, c'est-à-dire qu'on conserve le savoir-faire qu'on a là. On va le voir tout à l'heure, mais j'ai des employés qui sont ici depuis plus de 40 ans. Donc, juste ce savoir-là, c'est incroyable. La qualité du produit, les techniques pour le faire. Évidemment, il y aurait des machines qui me permettraient d'aller plus rapidement puis de baisser le coût de production, etc. C'est toujours possible, mais on garde cette technique-là parce que c'est un savoir-faire qui s'est développé pendant beaucoup de générations. Et je n'ai pas la prétention de dire que je suis un manufacturier de chaussures de génération en génération. En fait, je me repose... souvent, mon savoir se repose sur ceux de mes employés parce que j'arrive d'un milieu marketing, j'arrive du milieu du voyage. Mais je voulais justement promouvoir la culture Wendat à travers le produit, à travers le mocassin. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici à chaque jour.
tout en restant le plus authentique possible. Ouais, tu as vraiment pris quelque chose qui appartenait à votre culture, qui était là depuis des années, et tu t'es appuyé sur les personnes qui étaient déjà en place, qui avaient ce savoir-faire-là. Toi, tu as amené ta petite touche de modernité, le branding, le marketing, pour permettre à l'entreprise de se déployer. Puis même l'image aussi de la marque, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Tu me disais que tu étais à l'international aussi. Moi, je ne le savais pas, tu vois. Donc, tu as vraiment apporté cette ouverture, en fait, cette expansion. Oui, bien, expansion. C'est sûr que Bastien était déjà à l'international, je dirais, dans de petites boutiques. Ah ouais, OK. Donc là, aujourd'hui, on cogne à la grande porte des grands magasins pour dire, bien, voici notre produit, voici un produit authentique. Et surtout présentement, avec ce qui se passe au sud de notre frontière, je dirais qu'il y a un regain d'intérêt pour ce qui est fait au Canada, par les Canadiens, pour les Canadiens, ou même pour ailleurs dans le monde. On vient carrément répondre à ce besoin-là, je dirais, de la clientèle. La question là aussi que j'avais envie de te poser, tu as un petit peu répondu, mais j'avais quand même envie de te la poser, c'est précisément, c'est quoi la touche spéciale, ta touche spéciale à toi? Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à l'entreprise? Ta petite spécificité à toi, c'est quoi? Bien, comme j'y ai répondu, je pense que c'est l'aspect branding, c'est l'aspect marketing, c'est l'aspect aussi, ben, je dirais que Bastien était connu chez une population vieillissante. Beaucoup les boomers connaissaient les mocassins Bastien. Donc moi, j'ai dit, ben, écoute, on conserve cette clientèle-là, c'est le core business de Bastien, mais je veux aller chercher la clientèle plus jeune, je veux aller chercher l'avenir de Bastien, je veux que les gens s'intéressent aux produits authentiques. Donc là, on a une cible un peu plus 30-45, disons, c'est notre cible marketing. Là. Donc, rajeunir un peu l'image, mais aussi la clientèle des produits Bastien. Oui. Et du coup, pour faire ça, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il y a autant de collaborations que tu fais avec des entreprises qui sont jeunes. On a parlé de Watso tout à l'heure, mais il y a une super collab. Tu peux peut-être nous la présenter, puis il y a la nouvelle qui s'en vient aussi. Oui, ben, c'est ça, on a travaillé avec Xavier Watso, un mocassin, je dirais. Juste, dis-nous qui c'est Xavier Watso pour les personnes qui ne le connaissent pas, parce que moi, je l'ai découvert à travers le mocassin, là, forcément. OK. Xavier, c'est un influenceur autochtone d'origine abénaquise, de la communauté d'Odanak dans le centre du Québec. Et en fait, Xavier était prof avant la pandémie. Et pendant la pandémie, s'est mis à faire des capsules TikTok sur les réalités autochtones. Et ça a vraiment pris de l'ampleur au point où aujourd'hui, Xavier est un animateur de Radio-Canada. Il a ses chaînes, évidemment, TikTok, Meta, YouTube, il est très, etc. Actif sur les réseaux. Très actif sur les réseaux. C'est un défenseur des droits autochtones. Il est lui-même Two Spirits, donc un défenseur aussi des droits LGBTQ+. Et j'ai décidé de travailler avec Xavier pour aller chercher justement une clientèle plus jeune. On voulait avoir une cause sociale. On voulait avoir un mocassin qui représente Xavier. Si vous allez le voir sur Google, vous allez voir un peu l'image de l'influenceur. Il y a un univers très coloré. Exact, il y a un univers très coloré. Donc, on voulait y aller justement sur des trucs un peu plus colorés. Donc, on a fait un mocassin avec une semelle de crêpe qui est un caoutchouc naturel sur lequel on a mis un cuir de bœuf, mais un cuir 100% canadien. On a mis le W qui est l'armoirie de sa famille, mais vraiment en gros, doré, là, en gros. Enfin, on voulait que ça soit visible. Et on y a rajouté une touche de cuir de licorne. Authentique cuir de licorne qu'on a mis sur le dessus. Non, sérieusement, c'est de la vache, en fait, qui a été bleachée et teinte par la suite. Là, donc, voilà. Donc, on est sur quelque chose qui est hyper jeune et tout ça, puis complètement en lien avec l'énergie de Xavier, pour le coup. Et là, tu nous disais que tu avais une nouvelle collaboration qui s'en venait. Oui, en fait, on a travaillé avec la compagnie Minitipi, qu'on connaît de plus en plus, je dirais, au pays. Minitipi, qui est une compagnie à la base de couverture. Aujourd'hui, ils font des châles, ils font des ponchos, ils font des sacs, ils font plein de trucs. Mais vraiment, leur spécialité, c'est le textile, la laine, essentiellement, et c'est une laine qu'ils vont décorer toujours en collaboration avec des artistes autochtones.
à qui ils donnent des royautés aux artistes autochtones. Donc, ils veulent vraiment donner une vitrine à ces artistes-là. Quand on s'est rencontrés, ben, ils me parlaient des retailles, de leur couverture. J'ai dit, ben, pourquoi on ne fait pas une collab, puis on implique en fait vos retailles dans la fabrication d'un mocassin. Donc, le 12 septembre, on a lancé en fait le premier mocassin mini Tipeee. Donc, on a utilisé la couverture Thunderbird, qui est la première couverture qu'ils ont développée il y a de ça quelques années, mais qui reste leur plus gros vendeur. Et qui sait, on va voir la réaction du marché. D'autres modèles vont suivre, on ne sait pas. C'est sûr. C'est sûr. La Mini Tipeee, c'est une super belle entreprise aussi. Moi, j'avais vraiment été surprise de voir, elles sont passées dans l'œil du dragon qui est en France et qui veut être mon associé. Et c'est vraiment une super belle entreprise. Puis ouais, quand tu m'as annoncé cette collaboration-là, je trouvais que c'était deux belles entreprises qui fusionnent ensemble. Là. C'est une très, très belle collaboration. Donc, beaucoup de succès, là, je vous le souhaite. Merci. Ouais. Mais ce que je te propose, peut-être, là, que tu as commencé à nous présenter un petit peu les mocassins, etc., mais peut-être qu'on pourrait plonger vraiment dans le cœur de la fabrication des mocassins, puis aller de l'autre côté de la vitrine, donc côté usine, dans l'atelier pour voir justement les différentes étapes de fabrication. Puis c'est ça que tu nous expliques, comment est-ce qu'on fabrique un mocassin de A à Z. Ouais. Parfait. On y va? Oui. Allez, parfait. Donc, toutes nos journées chez Bastien, ça commence ici. C'est notre entrepôt de cuir. Okay. Donc, on a différentes épaisseurs, différentes couleurs, différents styles. Et tous nos cuirs sont canadiens, à l'exception du Suède. Faute, en fait, d'avoir une tannerie qui produit du Suède ici au Canada, on est obligé de l'importer des États-Unis. Dans le cas du cuir, en fait, ce qui fait le renom de Bastien, c'est le cuir d'orignal. Je te dirais à peu près... 35 de notre production est fait à partir du cuir d'orignal. Ouais. Évidemment, à un moment donné, on n'a plus de peau d'orignal. C'est un animal sauvage. C'est un animal qu'on ne chasse pas pour son cuir. Je veux juste rassurer tout le monde. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on fait chez Bastien, c'est qu'on travaille avec la tannerie des Ruisseaux, qui est basée dans le Kamouraska. Donc un petit peu à l'est d'ici, à peu près 160 km à l'est d'ici. Et eux ont développé une entente avec tous les boucheries de chasse de l'est du Canada. Donc il faut savoir qu'à peu près 99 des chasseurs vont récupérer la bête pour la viande, mais ne vont pas utiliser la peau. Oui, donc vous la récupérez, c'est ça. Nous, on récupère les peaux, ce qui nous permet d'avoir à peu près une vingtaine de palettes comme ça par année. Et c'est un cuir qui est extrêmement durable, mais c'est un cuir qui est hyper flexible, qui est hyper doux. C'est ce que j'avais vu déjà beaucoup auprès des industries autochtones. C'est quand même la pensée circulaire qui est hyper importante. C'est comme on ne va pas chasser ou produire pour le cuir ou pour la fourrure. C'est on récupère ce qui est possible, on essaye de faire le maximum avec ce qui est récupérable en fait. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'entends l'espèce de greenwashing à toutes les semaines, des gens qui me demandent quand je vais lancer des mocassins en cuir vegan. Ouais. Le cuir vegan, dans 75 des cas, en fait, c'est un cuir qui est fait à partir de plastique, c'est un cuir qui est fait à partir de pétrole. Donc écologiquement, c'est pas forcément mieux. Écologiquement, c'est pas forcément mieux. Il y a quelques cuirs qui se font, certes, avec de la pelure d'ananas ou du cactus. Okay. Dans les deux cas, c'est un cuir qui est beaucoup moins durable. Et aussi, c'est un cuir qui vient essentiellement de l'Indonésie, donc de l'importer jusqu'ici, l'impact environnemental. Puis ça demande d'abattre des centaines d'arbres aussi, donc c'est pas forcément... Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, il se jette en moyenne 1 million de peaux de vaches par année parce qu'on n'utilise pas assez de cuir. Donc, c'est carrément un rebut, en fait, à qui on donne une deuxième vie. Il n'y a pas de surutilisation du cuir qui impliquerait de l'abattage inutile pour obtenir cette matière-là. Moi, c'est ça, tu vois, que j'aime dans l'artisanat autochtone parce que forcément, quand on est dans une démarche de spiritualité, etc., on se pose à un moment donné la question, est-ce que je prends de la peau animale ou est-ce que je pars sur une alternative végé, mais pour toutes les raisons que tu as évoquées, puis parce que je sais que pour le coup, les autochtones, vous avez vraiment la conscience de l'animal, de l'écologie, de ne pas être dans la surconsommation. Moi, personnellement, je trouve ça plus intéressant de prendre des objets d'artisanat autochtone parce que je sais qu'il y a toute cette conscience derrière, il y a eu toute cette réflexion derrière. Voilà. Donc,
OK, donc ça, Donc c'est la là, première chaque étape. matin, Ouais. les tailleurs, en fait, ils arrivent ici, ils vont chercher les cuirs qu'ils ont besoin, les différentes épaisseurs, les différentes couleurs. OK, Et la première étape, c'est le taillage de ce côté. OK. Donc, on va utiliser le cuir d'orignal comme tu vois là. Ouais. On a les différents emporte-pièces, donc qui représentent tous les patrons d'un mocassin, des différents styles, les différentes grandeurs. Et on va venir tailler donc chaque pièce du mocassin avec une presse hydraulique comme ça. OK. Anciennement, c'était à la main, donc c'était fait avec un petit couteau à l'exacto. Écoute, à 40 ans, les hommes avaient de l'arthrite dans les doigts, c'était épouvantable. Je dirais que le cliqueur comme ça est arrivé dans les années 60, ça a vraiment changé le modèle de fabrication parce que c'était extrêmement difficile comme travail à l'époque. Donc, l'autre étape, c'est le collage des semelles, collage des doublures. OK. Comme celui-ci, ça va être un mocassin doublé en mouton. Ouais. Donc, tu vois, on est venu coller la semelle oui. de crêpe, Ouais. donc, qui est un caoutchouc naturel. Il y a Ça, pas c'est de pour produit l'extérieur, ça. pétrolier. Hein? Ouais. Et à l'intérieur, on va mettre une doublure en mouton. ouais. Donc, ça va faire un beau chausson d'hiver. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, l'autre étape, on va venir ce qu'on appelle en bon français scaver. En bon français, En hein? bon français. En fait, on vient raser le cuir partout où on va passer les coutures. OK. Donc, ça permet en fait de ne pas avoir de ourlet. Donc, vraiment que la chaussure Ouais. soit uniforme. Dans le fond, tu l'affines en fait pour pouvoir coudre plus facilement. Exactement. OK, Donc, OK. ça, c'est un couteau qui tourne tout simplement. Puis on va venir passer le bout de cuir comme ça. Clac. OK. Donc, ça Ah vient oui. enlever une certaine lanière de cuir. Ah ouais, OK, OK. Ça, c'est une machine qui s'appelle Puritan. Donc, OK. la prochaine étape, c'est de venir coudre les semelles. Donc, si tu regardes l'âge de la machine, 1883. Et cette c'est machine-là est extraordinaire. encore en opération aujourd'hui. Quand on a une pièce qui brise, on doit aller chez le machiniste de l'autre côté de la rue pour faire refaire la pièce parce qu'il ne se vend plus de pièces. Mais ça reste des machines extrêmement performantes. Tu vois, pour d'autres semelles, j'ai des machines plus récentes, plus Oui. loin, des machines que j'ai fait venir d'Italie qui m'ont coûté 15 000 € pièce. Wow, OK. Et malheureusement, je dois encore utiliser ces machines-là, ou heureusement, je dois encore utiliser ces machines-là pour certains modèles, parce qu'il n'y a rien qui peut battre la production d'une Puritan machine comme ça. Non, mais c'est sûr. Hein. Donc, cette machine-ci va venir faire une couture zigzag, en fait, derrière pour venir former le talon du mocassin. OK. Ensuite, on va venir coudre la semelle avec la machine que tu as vue tout à l'heure. Ouais. Donc, une fois que ces étapes-là sont faites, avec les autres machines qui sont ici, on va venir coudre la frange du soulier OK. pour arriver avec un produit qui ressemble à... C'est ici. C'est La ça en frange, fait. c'est la ça, c'est le bordure, côté OK. ici. Donc là, on est venu coudre la semelle. On a la doublure en Ah. fond de mémoire. Non, mais ça, c'est tellement confortable. Non, mais vraiment, ouais, les chaussons que j'ai à la maison, là, c'est ceux-là. Et je capote, là. Ah ouais, c'est, ça, c'est... La dernière étape de fabrication, Ah ouais. elle ne se fait pas ici. C'est le fameux perlage. C'est le perlage et le laçage. OK. Donc, ce qu'on fait pour nous, c'est un mocassin qui est terminé en usine. OK. Ça sort comme ça de ton Ça usine. sort comme ça. Les bacs que tu vois ici, nous, chaque matin, on a un livreur qui part. On a des... Je les appelle mes matantes Ouais. parce que c'est essentiellement des dames semi-retraitées. Donc, on a les matantes qui vont venir faire le perlage sur le dessus. Donc, à la main, le perlage. À la main, tout C'est est fait à la main au fil à l'aiguille. Et la même chose pour le laçage. Donc, le dessus du mocassin, Ouais. le fil que vous avez ici, c'est pas une machine qui fait ça. C'est les matantes, les tatis, tatis. qui font ça à la main. Donc, Ouais. point par point, chaque dessus de mocassin. C'est Donc, là quand ce qui même. fait qu'on s'appelle toujours artisan Ben, bien autochtone parce qu'il y a un volet encore très, très artisanal chez Mais nous. c'est ça. Mais c'est là où on s'en rend compte parce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant sur ton site internet, le fait à la main. Puis je pense que de faire le tour de l'usine avec toi, on se rend vraiment compte à quel point tout est fait à la main. Enfin, Ouais. tu sais, on ne voit pas des grandes lignes de production avec des grosses machines où tout est fait à la machine. Là,
C'est que des petites mains, en fait, Ouais, qui ouais. font ça. C'est ça qui est extraordinaire. Effectivement. Là, quand que le mocassin revient du laçage et du perlage, Ouais. il n'y a pas encore la forme d'une chaussure. OK. Donc, la dernière étape pour pas que le mocassin soit tout plat comme une galette, en fait, c'est qu'on va venir faire le blocage. Donc, on prend une forme comme ça en résine. On vient tout simplement rentrer le mocassin comme ça avec la languette. On va venir taper sur les coutures pour vraiment écraser la couture. OK. En fait, c'est comme si tu moulais le cuir à la forme du pied. Exactement. Ouais, OK. Donc, OK. selon les grandeurs, comme celui-ci, par exemple, c'est un 12 homme. C'est grand. C'est assez grand. Et là, on envoie les mocassins au four à 60 degrés. Ouais. Ouais, pour ramollir le cuir, en fait, hein, c'est Exactement. ça? OK. Pendant 4 heures, en fait, le mocassin va rester sur la forme en résine à 60 degrés. OK. Ce qui fait que le cuir va se détendre puis va vraiment prendre la forme d'une chaussure. Mais c'est vrai, hein, moi je le vois là, les mocassins que j'ai à la maison, c'est complètement moulé à la forme de mon pied, quoi. Hein. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on Comme, veut. comme une deuxième peau, en fait. Au final, tu oublies presque que tu as des chaussures. OK. Et ben, l'étape finale, en fait, ici, c'est nos stocks. Donc, selon les commandes qui rentrent ou selon les commandes qui sont prévues avec nos différents clients, ben, c'est l'expédition qui est ici. Ceux-là, ça part pour le Nouveau-Mexique. Ceux-là derrière, ici, ils partent pour le Japon. J'en ai en arrière qui partent pour Pour le l'Ontario. Japon, pour Ouais. vrai? Oh mon Dieu! Ouais. Donc ouais, vous êtes vraiment à l'international. Je dirais que malheureusement, j'espère que ça va changer, mais pour l'instant, le mocassin est plus populaire au Japon qu'en France. Ah ouais. Tu me disais que tu étais en France. Où est-ce Oui. que... Ouais, pour les personnes qui nous regardent là et qui sont en France présentement, où est-ce qu'elles peuvent se procurer tes mocassins? On a quelques boutiques sur Paris. OK? On en a un peu dans les Alpes aussi qui vont vendre nos produits. OK? Sinon, on le vend en ligne. Donc, on a un site web, Ok. bastienindustrie.fr. OK. On a quelques stocks sur la France. Ouais. Le cas échéant où on n'a pas le modèle que vous avez sur nos entrepôts parce qu'on a un tout petit entrepôt en France, Bien sûr. ben, nous, on l'expédie à l'entrepôt de la France. On s'occupe du dédouanement et on l'expédie au client. OK, donc vous vous occupez en plus du dédouanement. Oui. OK, cool. Ben, ce que je vois, c'est que je mettrai le lien de bastien.fr. Je mettrai aussi celui de .ca, là, forcément. Mais celui de .fr, je le mettrai en bas comme ça. Si vous voulez commander des mocassins traditionnels, vraiment faits par des autochtones, et pas une pâle copie faite en Chine, vous aurez le lien là. Puis ça me fera plaisir de savoir qu'on te facilite encore un peu plus l'accès au marché français. Globalement, là, je vois, il y a quand même beaucoup de boîtes de chaussures. Tu dirais que tu roules à combien de boîtes expédiées par mois? Je ne sais pas combien tu comptes, par mois, par an? Ben, Est-ce que nous, t'as ici, en fait, on produit 45 000 paires de mocassins annuellement. 45 000. Putain, c'est 45 énorme. 000. Donc, Ok. on roule, je dirais, à du 180 à 200 paires par jour de Wow. production. Waouh! Avec l'équipe qu'on a vue Avec là. 16 employés. Ouais. Mon Dieu. Ouais, c'est là où on se rend compte, la dynamique aussi. Ah, super. Ok. Cool. On va retourner dans le bureau. Yes. Allez. On est de retour dans ton bureau. Donc, on a eu fini le tour de l'usine. Puis là, juste pour conclure le tour de l'usine, les étapes clés, est-ce que tu peux nous dire quelles sont vraiment les spécificités du mocassin traditionnel? Ce que vous devez retenir, les points clés, c'est ça. Faire une petite réunion. Ben, d'abord, c'est le confort. Ouais, T'en as clairement. parlé. Mieux que les charentaises en France. Oui, puis c'est plus joli, hein, personnellement, je trouve. Aussi, c'est une chaussure qui est hyper résistante. Ça paraît pas, mais le cuir d'orignal, c'est un cuir qui est flexible, mais qui est tout aussi, sinon plus résistant que le cuir de bœuf. Donc, ça vous fait quand même un chausson qui à la maison est hyper résistant. Ça permet aussi, je pense, de créer une discussion autour de l'histoire et de la culture autochtone chez nous, les Wendat, mais aussi d'autres cultures autochtones du Canada. Bien sûr. Donc, voilà. Et tu vois, c'est vrai, je rebondis juste sur la résistance. Moi, j'étais quand même hyper surprise de la robustesse des mocassins. Parce que tu vois, les premiers que je t'ai achetés, c'était en 2022. Ben, en fait, je suis en train de me dire, tu venais juste de reprendre l'industrie, là. et je les ai tout le temps. Et puis, je les mets quasiment à tous les jours. Puis, t'es encore. Puis, ben, c'est ceux que j'ai là, tu sais, ils sont sur moi.
Puis tu sais, même, j'ai déjà fait des randonnées avec, là, pour aller en pleine nature, etc. Donc c'est hyper confortable et c'est hyper robuste. Ils sont pas abîmés, rien du tout, quoi. Est-ce que tu as des conseils d'entretien pour le cuir, le huiler, L'huile de quelque chose bison. Ah oui, c'est Ouais. ça que tu L'huile m'avais de dit, ouais. bison, Ouais. 1 à 2 fois par année. C'est sûr que ça va noircir un petit peu le cuir Ouais. les premiers jours, mais tu sais, au bout d'une semaine, le cuir va avoir bu l'huile. Mm. Donc, ça permet vraiment le cuir de rester hydraté. Ouais. Pour nos produits en Suède, ben, il y a des nettoyeurs à Suède Ouais, qui c'est se vendent un peu partout. Mais sinon, non, il n'y a pas d'entretien Ouais. particulier On autre les que passe ça. pas à la machine, à la laveuse, hein. Ça, c'est évident. Et est-ce que Et t'as... une Oui. chose, par exemple, c'est vrai que j'allais oublier, c'est que si on regarde le cuir d'orignal versus un cuir de vache, Ouais, les pores de la peau sont beaucoup plus larges. oui. Donc, ça déteste l'huile. Ça boit l'huile. Donc, si par exemple, on se fait un sauté à l'asiatique dans un wok plein d'huile, portez pas vos mocassins parce que si une goutte tombe dessus, ça va paraître et ça, il n'y a rien qui. Ah ouais, ok. Donc l'huile de vison, c'est ok. L'huile de vison, c'est OK, mais tu sais, Mais pas l'huile l'huile de de cuisson, cuisson, non, c'est pas c'est OK. un super slogan. Ok, l'huile de vison, c'est oui. L'huile de cuisson, c'est non. Exact. Ok, parfait, facile à retenir. Euh, Quel conseil est-ce que tu donnerais pour une personne qui veut acheter des mocassins? On a vu tout à l'heure que c'était important de prendre une pointure en dessous parce que le cuir va se détendre. Est-ce que tu as d'autres conseils? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ou c'est pas mal tout? Non, ben c'est pas mal tout. C'est-à-dire Ok. qu'on on a tellement de modèles. Tu sais, on a le bottillon, on a vraiment ce qui fait un peu plus pantoufle. On en a avec les semelles en caoutchouc. On en a avec des semelles un peu plus souliers pour vraiment faire le style soulier bateau. Ouais. Donc, c'est vraiment au goût d'un peu tout le monde. On en a en mouton pour les plus frileux. Donc, bref, on Ouais, en ok. a. Après, c'est une histoire de goût, hein. C'est une histoire de goût, effectivement. Ok, ça marche. Bon, super Mais intéressant. une chose est certaine, on peut pas se promener avec ça d'un pied puis être fâché. Tu Les m'étonnes. Watsomak, là, on a l'obligation d'être de bonne humeur Ouais. lorsqu'on les a dans les pieds. Ouais, comme Xavier, là, de déborder de vitalité puis de joie, ouais, clairement, clairement. Super. Ben, merci beaucoup pour ces explications. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le sujet de l'appropriation culturelle, justement. En quoi aujourd'hui c'est un problème pour ton industrie, à toi, pour ton métier, à toi? Qu'est-ce qui est problématique là-dedans? Ben, c'est problématique parce que beaucoup d'entreprises vont se dire autochtones et ne le sont pas. Donc, vont vraiment... tu sais, si on parle aux Français, je veux dire, si on vous vend un vin québécois puis qu'on vous dit que ça vient de la Bourgogne, Ils vont pas j'entends être déjà contents. des viticulteurs C'est sûr. chialer. Donc, c'est la même chose pour nous lorsqu'on vous vend un mocassin puis qu'on vous dit que c'est autochtone et ça ne l'est pas. Ben, ça vient évidemment nuire à la réputation du produit. Déjà, pour commencer. Pour Ouais. commencer. Ouais. Ça vient évidemment offenser, je pense, une culture qui s'est battue pendant les 400 dernières années contre la colonisation pour rester ici et qui utilise son art pour faire la promotion aussi de sa culture. Donc, c'est vraiment se foutre carrément de l'histoire des Premières Nations au Canada. Puis évidemment, on essaie de le combattre de la meilleure façon possible avec les outils qu'on a au pays, qui n'est pas simple parce qu'au Canada, il n'y a aucune loi qui vient régir en fait l'art autochtone comparativement aux États-Unis. C'est pas encadré en fait. C'est pas encadré. Donc n'importe qui met, passez-moi l'expression, mais une tête d'Indien sur son mocassin peut vous faire croire que c'est autochtone alors que ce ne l'est pas. Versus les États-Unis où ils ont une loi. Ils ont une loi qui s'appelle la IACA, la Indian Arts and Crafts Act, qui permet justement aux communautés de se défendre au niveau législatif, de se défendre et de défendre leur art. Cette loi-là, en fait, peut mener à des amendes extrêmement salées. En fait, quiconque se fait prendre à faire de l'appropriation culturelle aux États-Unis est passible de 250 000 $ d'amende ou jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. Évidemment, on n'a pas cette culture pénale au Canada comme ils l'ont aux États-Unis, mais je milite depuis des années à ce qu'on mette en place des lois pour venir régir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, et qu'on vienne punir ceux qui utilisent nos noms. Donc aujourd'hui, comment savoir que réellement
cet objet, donc voilà, on parle du mocassin, mais comment savoir est-ce que réellement ce mocassin a été fait par une firme autochtone ou pas? Il y a des sauts d'authenticité Ouais. qui, malheureusement, manquent cruellement de visibilité. Je pense que faute de budget marketing et tout, ça reste quand même compliqué de promouvoir un saut. Mais il y a le saut IDRN, qui est un logo d'un ours développé par Frank Paulson, qui vient authentifier les entreprises autochtones du Canada. Je l'ai vu sur ton site Il y internet. a également le saut CCIB à un niveau national, qui est le saut canadien. Donc, le Canadian Council of Indigenous Businesses. Donc, lorsque vous voyez membre approuvé CCIB, vous pouvez vous assurer qu'il y a des vérifications qui sont faites pour que cette personne-là soit authentiquement autochtone. Et également, il y a le logo The Original, qui est développé par l'Association touristique autochtone du Canada. Donc, il me touche un peu moins, moi, au niveau du produit, mais pour quiconque qui veut visiter des attraits ou des sites autochtones au Canada, de voir le logo OO, The Original peut être intéressant aussi. Ok, donc ouais, c'est pas mal ça. Maintenant, c'est sûr qu'avec tout le marketing qu'on peut faire, c'est hyper facile pour une marque de se faire passer pour autochtone alors qu'elle n'est pas pantoute, là. Mais moi, tu vois, ça me fait quand même penser à la contrefaçon. Je trouve que c'est comme de la contrefaçon d'une marque, en fait. Là, on contrefait la même chose. Une culture, au final. Ok, puis en plus de ça, c'est un non-respect pour votre culture. Puis c'est aussi un gros manque à gagner pour vous. Donc, si on est un minimum éthique et qu'on veut en plus soutenir les communautés, c'est quand même mieux de vous acheter à vous directement, quoi. Voilà. Ok, super. Pour finir, Jason, je voudrais, tu sais, comme si on faisait une petite projection dans le futur, ça serait quoi ta vision, toi, pour Bastien Industrie? Devenir le king du mocassin! Oui, c'est ça qu'on veut! Ouais, ok. Non, pour moi, en fait, le futur de Bastien Industrie, je pense que ça réside dans des collaborations. J'aimerais pouvoir collaborer avec les grandes marques, de voir justement ces grandes marques s'ouvrir à des entreprises autochtones. Non pas de juste penser toujours profit, puis aller faire leur truc en Chine ou ailleurs en Asie pour avoir accès à du cheap labor. Donc, de pouvoir arriver avec un produit authentique et de pouvoir rentrer dans les grands magasins, pour moi, c'est ma mission. C'est comme ça que je projette le futur de Bastien Industrie. Puis c'est comme ça que je vois aussi comment on peut amener le branding Bastien ailleurs, à un autre niveau. Et juste quand tu dis grandes marques, est-ce que c'est des marques de prêt-à-porter ou est-ce que tu penses plutôt distributeur quand tu dis ça? Les deux. Okay. Les deux, mais essentiellement du prêt-à-porter. Comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Autochtone ou allochtone, peu importe. Autochtone ou allochtone, ça serait beau, hein, ce serait une belle collaboration, clairement. Ok. Et la dernière petite question, peut-être un petit peu plus perso, c'est, tu nous en as parlé tout à l'heure, tu es un papa, tu es un jeune papa. Puis là, on voit les petits mocassins pour les enfants, là, je trouve ça hyper cute. S'il y avait quelque chose que tu aimerais transmettre à ta fille concernant le mocassin ou concernant ta culture, ça serait quoi? J'aimerais, évidemment, je veux tout transmettre la culture à ma fille. En plus, tu sais, ma génération, au niveau de notre langue, on a été beaucoup moins en relation avec la langue Wendat. C'est une langue qui, je dirais, est recommencée à être enseignée à l'école en 2007 ou 2008, si ma mémoire est bonne. Donc, j'aimerais vraiment que ma fille parle mieux la langue Wendat que moi ou sa grand-mère, qu'elle passe du temps avec moi aussi en forêt, donc sur le territoire. J'ai juste hâte qu'elle grandisse pour l'amener à la chasse, à la pêche, dans les camps, etc. Elle a quel âge, là, ta petite? Elle a 2 ans. Donc encore quelques années. Mais oui, je veux qu'elle comprenne la relation qu'on a avec le territoire. Je pense que c'est le plus important, puis de pouvoir parler sa langue aussi. C'est sûr. Est-ce que tu saurais nous dire comment on dit mocassin en Wendat? Arachiu. Je ne me tenterai pas à répéter. Mais... Orignal à Osque. OK. Non, mais quand même, avec la langue Wendat, on connaît, je dirais ma génération, on connaît quelques mots. Mais de là à la parler au day-to-day, c'est un petit peu plus complexe. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement, à l'école, ici à Wendake, les enfants ont 30 minutes de langue Wendat pratiquement chaque jour. Donc, on veut vraiment ramener la langue Wendat vivante dans la communauté.
C'est génial. Écoute, je vais terminer avec un grand merci à Wendat Tiawakinen. Tiawakinen. Merci beaucoup, Jason, pour ton temps, puis pour toutes ces explications, puis pour le travail que tu fais aussi là, pour ta culture, pour ta nation. Merci. Merci.